Bonsoir, chers collègues, et merci de nous avoir rejoints sur cette plateforme et pour cette visio. Madame Tarot, chère Christelle, au nom de la mission Égalité Filles-Garçons de l'Académie d'Aix-Marseille, je vous remercie d'avoir accepté d'intervenir devant l'ensemble des personnels de l'Académie. Historienne du Maghreb, historienne du genre et des sexualités, vos travaux et vos recherches vous ont permis de relier de nombreux axes entre eux. Vous intervenez dans le programme parisien de la New York University et vous êtes membre associé du Centre d'histoire du XIXe siècle. Vous avez dirigé et en partie rédigé l'ouvrage Féminicide, un gros volume, donc je le montre au public, c'est une source conséquente, Féminicide, une histoire mondiale, qui regroupe des textes d'universitaires, mais également de journalistes, d'artistes, de rescapés et des témoignages de leurs profs. Vous intervenez pour nous ce soir sur la thématique de l'histoire des violences faites aux femmes, de la préhistoire à nos jours. Vous nous montrerez la profonde connexion entre passé et présent. Pour information, vous serez à Marseille lundi prochain, lundi 18 décembre à 19 heures au MUSEM, sur la thématique des procès du siècle. Alors, cher public, vous avez la possibilité de poser des questions dans le chat à votre disposition et Christelle Tarot aura l'occasion d'y répondre à la fin de son exposé. Christelle, la parole est à vous. Merci beaucoup d'abord Isabelle de cette invitation qui est toujours évidemment très importante puisque faire l'histoire, effectivement l'historicité des violences faites aux femmes et des féminicides, c'est évidemment un point tout à fait essentiel et relayer cela le plus largement auprès des publics qui peuvent ensuite médiatiser ce que je vais dire est tout à fait essentiel. Donc merci beaucoup à vous et puis à la mission Égalité Filles-Garçons de l'Académie d'Aix-Marseille. Je suis très heureuse d'être avec vous toutes et tous ce soir et donc d'aborder effectivement cette question extrêmement complexe et importante des féminicides au travers effectivement de l'ouvrage que j'ai eu le plaisir et l'honneur de diriger, qui s'intitule donc Féminicide, une histoire mondiale et qui est sorti déjà il y a de cela de nombreux mois puisqu'il est sorti aux éditions La Découverte en septembre 2022. Donc on voit que il a déjà une année et plus de vie derrière lui, mais aussi évidemment de nombreux moments importants dans le présent et le futur, le présent comme celui-ci. Donc je vais intervenir en trois temps et le premier temps de mon intervention va être consacré aux définitions parce que je crois que on emploie souvent les termes qui concernent en fait la question qui nous occupe aujourd'hui à mauvais escient et surtout on le fait en brisant les généalogies politiques et intellectuelles qui ont été au cœur de la définition de ces termes. Et donc ça me semble être important dans un premier temps d'expliciter de manière très claire quand est-ce que les termes sont nés, où est-ce qu'ils sont nés et pourquoi est-ce qu'ils sont nés à ce moment précis et pas à un autre. J'ajoute que, comme vous l'avez précisé, je suis historienne et que, bien sûr, la question historique est tout à fait centrale. On peut dire que l'évolution des savoirs historiques permet aujourd'hui que nous ayons ce type de rencontres autour de ces termes qui sont quand même issus, il faut bien le dire, de la théorie féministe. Et c'est l'évolution du traitement de ces questions dans la longue durée historique qui permet cela, mais aussi évidemment le lien très important et souvent contesté entre d'un côté le monde académique et de l'autre évidemment le monde politique ou le monde des militantes et des activistes. Et c'est aussi pour ça, comme vous l'avez précisé, que Féminicide, une histoire mondiale, ce n'est pas seulement un livre scientifique, même si c'est un livre scientifique de très haute volée, puisqu'il condense, il synthétise en gros 60 ans, 70 ans de travaux sur la question dans le monde entier et que chaque article, chaque encart et de manière générale chaque partie
et structuré autour de références très importantes. D'ailleurs, à chaque fin de section, on a une catégorie pour aller plus loin où on retrouve énormément de références académiques, aussi bien dans le monde francophone que dans le monde anglophone. Ce sont essentiellement les deux langues qui ont été mobilisées pour travailler le sujet. Donc, c'est un livre de haute volée scientifique, mais ce n'est pas seulement un livre scientifique et je ne l'ai pas voulu comme cela parce que je crois que pour comprendre ce qui constitue le crime de féminicide dans le présent de nos sociétés comme dans le passé de celles-ci, eh ben, il faut mobiliser toutes les expertises qui ont quelque chose à dire, qui nous renseignent en fait sur ce que constitue donc ce crime qui, comme je vais l'expliquer dans une seconde partie, est un crime très ancien, peut-être le crime le plus ancien de l'histoire de notre humanité commune. Donc pour faire ce travail, il fallait évidemment mobiliser le savoir des chercheurs et des chercheuses, mais aussi les expertises des activistes, des militantes, des journalistes, parce qu'un certain nombre des questions qui constituent ce livre ont été le produit direct du travail d'investigation mené dans différents pays, en particulier au Mexique. Je vais beaucoup parler du Mexique dans cette première partie. Et puis les artistes, vous verrez que chaque partie est illustrée d'une image dont je dirai quelques mots, et j'ai voulu aussi proposer, parce que je sais que les documents iconographiques sont toujours intéressants d'un point de vue pédagogique, donc illustrer aussi mon propos à travers des images. Il y a beaucoup d'images dans le livre Féminicide, une histoire mondiale, qui peuvent être soit des images prises par des photographes connus ou inconnus, mais on a aussi toute une gamme évidemment d'archives qui sont utilisées, en particulier d'archives iconographiques, donc photographies, gravures, sculptures, etc., etc. Donc les artistes ont été très mobilisés. Et puis enfin, la dernière expertise importante, c'est celle des victimes elles-mêmes. Alors évidemment, certaines d'entre elles ont survécu, donc elles ont pu éventuellement témoigner. Donc des témoignages de victimes sont présents dans le livre. Et lorsqu'elles sont mortes, parce que malheureusement, une grande partie de ces femmes ont été éradiquées, car il s'agit d'une action d'éradication, le féminicide, eh bien, ce sont souvent leurs proches qui vont s'exprimer, voilà, ou exprimer la biographie de ces femmes disparues, alors parfois trop tôt et puis parfois tard, puisque en fait, on a des féminicides à tous les âges, oserais-je dire. On a des cas de féminicide chez des préados et puis on a des cas de féminicide chez des personnes extrêmement âgées. Donc en fait, on a toute la gamme des âges qui sont représentés. Donc c'est important pour moi de préciser ça en introduction parce que ça colore aussi la manière dont je travaille et le fait que pour moi, comprendre encore une fois ce crime qui est un crime systémique, qui est un fait social massif, dans notre pays comme à l'échelle planétaire, puisqu'on peut même parler de pandémie mondiale de féminicide, ne peut pas être saisi, compris, analysé, documenté seulement par l'aspect scientifique, même si l'aspect scientifique est évidemment essentiel, comme je vais l'exemplifier immédiatement, puisque je vais passer un temps important évidemment à développer les différents termes, les différents concepts qui ont été utilisés depuis les années 70 pour essayer d'éclairer donc un crime très ancien, mais qui n'est visible en tant que tel finalement que de manière extrêmement récente. Alors pour ce faire, il faut commencer évidemment par exemplifier cette généalogie politique et historique dont je parlais tout à l'heure, et donc développer évidemment le premier concept d'un point de vue chronologique, c'est donc celui de fémicide, comme c'est indiqué bien sûr à l'écran. Donc le fémicide, qu'est-ce que c'est né quand, dans quel contexte et pourquoi? Alors
le fémicide, c'est un concept qui est né au sein de ce qu'on appelle aujourd'hui la seconde vague du féminisme occidental. Pour la France, évidemment, c'est l'époque du mouvement de libération des femmes, donc une organisation, une mouvance féministe radicale et non mixte qui naît après le mouvement de mai 68, qui a pour date fondatrice en fait la manifestation devant la tombe du soldat inconnu en août 1970, manifestation où une petite minorité de féministes va marquer en fait le fait que voilà, il y a une inégalité structurelle dans notre pays et que c'est l'inégalité entre les sexes. Donc c'est dans ce contexte-là, le contexte du féminisme de la seconde vague, que va naître donc ce concept de fémicide, et il naît dans un endroit très particulier qui est le premier tribunal international des crimes contre les femmes, qui se réunit à Bruxelles en 1976 grâce à l'action d'un nombre très important de féministes et d'organisations féministes qui veulent créer un tribunal populaire pour faire finalement un premier état, un premier bilan des violences extrêmement polymorphes qui sont faites aux femmes. Dans le cadre de ce tribunal, qui est évidemment un tribunal horizontal, évidemment, composé d'un nombre très important de femmes. Je l'ai dit, c'est un tribunal non mixte, donc les hommes ne sont pas autorisés à y accéder. Il y a à l'assemblée inaugurale de ce tribunal à peu près 2000 femmes qui viennent de 40 pays différents et qui, pendant plusieurs jours, vont donc discuter de cette question des violences faites aux femmes. Et dans le cadre de cette conversation collective, extrêmement riche et fructueuse, une chercheuse qui vit aux États-Unis, mais qui est née en Afrique du Sud, qui s'appelle Diana Russell, va évoquer un crime très ancien mais qui n'a pas de nom parce que jusqu'à présent il est noyé dans la catégorie des homicides, le crime de féminicide. Donc le crime de fémicide, pardon. Donc pour la première fois, elle utilise ce mot et elle le qualifie de manière assez claire puisqu'elle précise qu'un fémicide, c'est le fait pour un homme de tuer une femme parce qu'elle est une femme. Elle ajoute, pour qualifier en fait clairement le fémicide, je signale que évidemment tous les meurtres ou les assassinats de femmes ne sont pas des fémicides. Donc pour qualifier évidemment un meurtre ou un assassinat de fémicide, il faut que ce fémicide soit réalisé dans un contexte de haine misogyne ou de domination masculine prouvable et documentée, en particulier par ce que nous appelons aujourd'hui, par exemple, une biographie de contrôle coercitif. Chose qui est finalement assez aisément prouvable quand on cherche évidemment à pouvoir le prouver d'une certaine manière. Donc, c'est très important de comprendre que c'est donc dans cette dynamique collective que le fémicide naît. Il naît donc dans une conversation qui est une conversation essentiellement européo-américaine au sens large. Donc, même s'il y a des femmes d'autres continents que l'Amérique, et en particulier l'Amérique du Nord et l'Europe, et en particulier l'Europe occidentale et l'Europe du Nord. Mais c'est très important, en fait, la naissance de ce concept, parce que pour la première fois, donc, on prend conscience qu'il y a un crime sexo-spécifique, que ce crime sexo-spécifique n'est pas né d'hier et qu'il va falloir commencer à en faire l'histoire. Donc, on peut dire que le tribunal de Bruxelles en 1976, c'est le point zéro, en fait, de la prise de conscience du caractère extrêmement ancien du crime et de l'interrogation que les femmes ont à ce moment-là dans cette structure collectivement pour savoir comment se fait-il
que, alors que le crime est très ancien, il soit finalement nommé seulement en 1976, ce qui est quand même extrêmement long à l'échelle de l'histoire de notre humanité commune. Donc ce concept naît à ce moment-là et puis il va circuler, c'est-à-dire que de Bruxelles, il va partir dans le monde entier. Mais ce qui est très intéressant, c'est que il part pas partout de la même manière. Et puis il y a des endroits où il n'arrive pas. Donc il part, mais il n'arrive pas. Et donc si on prend par exemple le continent européen sur lequel nous sommes, alors, on constate que par exemple le concept va être très vite acclimaté en Europe du Nord, Europe qui est par ailleurs évidemment l'Europe la plus féministe, peut-être les deux choses sont liées, mais qu'il prend beaucoup moins, voire pas du tout, en Europe occidentale, et en particulier dans la partie latine, en Europe latine. Et la France est un pays en partie latin, évidemment. En tout cas, en France, on observe que les militantes du mouvement de libération des femmes qui sont à Bruxelles, apparemment, si elles ramènent le féminicide dans leur bagage, on n'observe pas que ça s'acclimate très bien et qu'on ait des études assez importantes qui mobilisent le concept. A contrario, le concept prend très très bien en Amérique centrale et en Amérique latine, plus d'ailleurs qu'en Amérique du Nord, alors que, comme je l'ai précisé, Diana Russell vit aux États-Unis. Mais aux États-Unis, ça fonctionne assez mal, un peu comme en France, alors qu'en Amérique centrale et en Amérique latine, et de manière plus générale, dans l'espace caribéen dans sa diversité, d'ailleurs plutôt dans la zone caribéenne anglophone que francophone, eh bien là ça prend bien beaucoup et on commence à travailler en fait la question des violences faites aux femmes en utilisant ce concept de fémicide. Et ça dure finalement un temps assez long puisque on va commencer à l'utiliser à partir de 76 et ça s'étend jusque au milieu des années 90. Et donc, on observe que, voilà, à plusieurs endroits et sur plusieurs terrains, ce concept est opératoire pour comprendre, pour analyser, en fait, les violences qui sont faites de manière structurelle aux femmes dans des sociétés très diverses et dans des temps qui ne le sont pas moins. Et puis, au milieu des années 90, on a précisément dans cette zone où le concept est très utilisé, et là encore les deux choses sont liées, on va se retrouver confronté à une situation qui est jugée à l'époque exceptionnelle, qui est la situation que connaissent les Mexicaines à partir du début des années 90. En tout cas, à partir du début des années 90, le phénomène est visible. Il est probable, en fait, qu'il existe depuis plus longtemps, mais il éclate, si j'ose dire, à la figure de la société mexicaine au milieu des années 90, dans une zone du Mexique qui n'est pas une zone du tout anecdotique, qui est la longue zone tampon qui se trouve à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, et où, depuis au moins le début des années 90, des dizaines, puis des centaines, puis des milliers de femmes disparaissent. Ces disparitions, elles ne sont pas du tout pensées comme un fait sociétal systémique au départ, elles sont pensées voilà, comme des faits entre guillemets divers isolés. Et d'ailleurs, ces faits sont tellement isolés les uns des autres que, évidemment, au départ, on ne les connecte pas du tout ensemble, d'autant que les familles sont très isolées, les familles de victimes qui interrogent la police sur ces disparitions jugées inquiétantes ne sont pas prises au sérieux ni par les acteurs répressifs, ni de manière plus générale par la société. Donc les familles sont très seules et très isolées précisément. Et tant qu'elles le sont, on ne prend pas conscience de la gravité de ce qui est en train de se passer. Mais progressivement, faute d'obtenir des réponses à leurs questions, eh bien, ces familles constituent des collectifs et interpellent la société. Et en interpellant la société, elles rencontrent d'autres actrices et acteurs
de cette même société, en particulier dans un premier temps des journalistes d'investigation, des hommes et des femmes, qui vont mener des enquêtes pour savoir comment se fait-il que sur cette zone, il y ait tant de disparitions de femmes. Et puis, un autre lien important avec une autre série d'actrices et d'acteurs qui sont évidemment les chercheuses, en particulier les chercheuses féministes, hein, qui utilisent depuis déjà plusieurs années le concept de fémicide et qui comprennent que là, il y a quelque chose voilà, de totalement sidérant qu'il va falloir analyser. Donc la triangulation de ces actrices et de ces acteurs permet en fait une prise de conscience extrêmement douloureuse dans la société mexicaine au milieu des années 90. Et au sein de cette conversation, une autre chercheuse, cette fois-ci une chercheuse mexicaine, qui est aussi une grande femme politique, Marcela Lagarde de los Ríos, va considérer que ce qui est en train de se passer au Mexique est suffisamment grave pour donner naissance à un nouvel outil qui permette de comprendre d'abord, documenter ensuite, analyser enfin ce qu'elle qualifie comme un crime exceptionnel. Et peut-être, dit-elle, le premier crime de cette nature dans l'histoire de l'humanité. Bon, moi je ne crois pas que c'est exceptionnel et je vais expliquer cela par un retour historique dans la seconde partie de cet exposé. Mais en tout cas, c'est comme ça que c'est perçu à ce moment-là. Et parce qu'elle juge que le crime est totalement exceptionnel, il faut un outil exceptionnel. Et si on a bien compris par ce que j'ai dit précédemment, que finalement, fémicide, c'est un terme qui est symboliquement et anthropologiquement lié à celui d'homicide. On comprend que le féminicide, ce n'est pas du tout au terme homicide qu'il est associé par Marcela Lagarde de los Ríos, mais au terme de génocide. Et c'est très important de comprendre, évidemment, comment est-ce qu'elle articule cela. Qu'est-ce qui l'amène à penser qu'au Mexique, il y aurait un féminicide de masse à l'œuvre dont l'objectif serait d'éradiquer de manière extrêmement précise des femmes, parce qu'elles sont des femmes. Donc, Marcela Lagarde de los Ríos, voilà, qui a beaucoup travaillé le terrain. Elle n'est pas la seule, hein. Il y a d'autres très grandes militantes qui s'intéressent à la question mexicaine, notamment Rita Laura Segato, dont j'aurai l'occasion de reparler un petit peu plus tard dans cet exposé, qui est une anthropologue anthropologue argentine et aussi une très grande voix féministe de l'Amérique latine. Donc, Marcela Lagarde de los Ríos, elle donne une définition très stricte du féminicide. Et elle dit bien que le féminicide et le fémicide ont une racine commune qui est la haine des femmes, mais que ce ne sont pas le fémicide et le féminicide des choses équivalentes. Donc, le féminicide, pour elle, n'est jamais un crime isolé, évidemment, et c'est assez rarement un crime défini comme par un partenaire intime, ce qui est jusqu'à présent la définition la plus usuelle du fémicide. Donc ce n'est pas un crime isolé et la femme qui est tuée en général ne connaît pas ou de manière assez lointaine son agresseur ou son féminicidaire. C'est un crime de masse parce que là on ne parle pas évidemment d'un seul meurtre ou assassinat, on parle de dizaines, de centaines, de milliers de femmes qui sont exécutées, parce que le féminicide est une exécution. C'est un crime d'État, et c'est très important de le signifier, c'est-à-dire que Marcela Lagarde de los Ríos pointe du doigt le fait que l'État mexicain, directement ou indirectement, en particulier par le biais de la police mexicaine, qui est considérée à juste titre comme une fraternité agressive qui participe du féminicide de masse puisqu'elle travaille souvent
main dans la main avec les cartels de la drogue qui sont installés dans l'ensemble du Mexique et qui font leurs lois, qui sont des États dans l'État, bien évidemment. Donc elle dit c'est un crime d'État, la responsabilité de l'État est engagée, et donc cette responsabilité de l'État engagé doit donner lieu, évidemment, à une condamnation, si ce n'est légale, juridique, au moins une condamnation de l'opinion publique de manière très importante. Et enfin, elle dit c'est un crime à tendance génocidaire parce qu'elle précise que ce qui se passe au Mexique, ce n'est pas seulement l'éradication physique des corps. Il ne s'agit pas seulement de tuer des corps physiques de femmes. Et pour cela, pour faire comprendre cela à l'opinion publique mexicaine, elle va mobiliser deux autres concepts très importants. Un concept qui est le concept de nécropolitique, qui est né sous la plume d'Achille Mbembe, pour parler des politiques de mort qui sont mises en place dans certains États contre la population civile, contre la population totale, mais notamment contre la population civile. En particulier ici, dans le cas qui nous occupe, donc du Mexique et notamment de la ville martyre du Mexique, Ciudad Juárez, évidemment une politique de mort appliquée contre les femmes, bien sûr. Donc d'un côté, le concept de nécropolitique, et puis de l'autre, le concept d'overkill, qui est un concept là qui n'est pas un concept purement de sciences humaines, qui est un concept de criminologie, et l'overkill, donc en anglais, le surmeurtre, pour nous, ça dit une chose très simple, ça dit une chose qui permet d'attester que ce n'est pas seulement le corps physique qui est visé, mais c'est bien autre chose, puisque la grande majorité des femmes, si on peut dire encore des femmes, vu l'état dans lequel on les retrouve, donc qui sont retrouvées quand on commence à investiguer les lieux où elles pourraient se trouver, hein, qui sont les décharges, les zones désertiques qui se trouvent à la périphérie d'un certain nombre des villes les plus importantes de cette frontière, donc Tijuana, Ciudad Juárez, donc ça s'étale, c'est très très long hein, cette frontière, hein, et c'est une frontière très dangereuse, évidemment, je ne peux pas insister là-dessus. Donc elle dit, lorsqu'on retrouve des corps, ces corps ont subi toute une série de profanations, de mutilations et de violences. En ce qui concerne les violences, bien sûr, les violences sexuelles, en particulier le viol, est attesté quand on peut l'attester, c'est-à-dire quand on peut faire en fait un travail médico-légal. Parfois, ça n'est pas possible parce que évidemment les corps sont ou ce qu'il en reste sont trop dégradés. Mais quand on peut le faire, on constate qu'il y a eu quasiment systématiquement des violences sexuelles ou des viols, donc crimes, qu'il y a eu des mutilations, en particulier de l'appareil sexuel et reproductif, qu'il y a eu des mutilations et des démembrements autres concernant d'autres parties du corps. Par exemple, les décapitations sont très banales, mais aussi on retrouve beaucoup de corps, et notamment de têtes, quand on retrouve les têtes sans visage. Et on sait bien, en fait, en criminologie, que s'attaquer au visage, c'est s'attaquer à l'identité individuelle et collective. Et puis enfin, beaucoup de ces corps ont subi voilà, un certain nombre de violences type violence au feu, à l'acide, etc. Et donc, Marcela Lagarde de los Ríos, elle dit tout ça, ça qualifie pas un meurtre ou un assassinat, parce que quand on veut tuer quelqu'un, on n'a pas besoin de lui faire subir tout cela. Donc si on fait subir tout cela à quelqu'un, c'est qu'on dit autre chose, c'est qu'on s'attaque à autre chose. Et elle dit, il s'agit donc d'une attaque identitaire massive contre les femmes en tant que femmes, parce que en faisant cela, en particulier, évidemment le viol, les mutilations de l'appareil sexuel et reproductif, et puis les démembrements sont évidemment des symboles extrêmement puissants, que ce n'est pas une personne, mais c'est une identité féminine
et donc qui est attaquée. Et donc, ce à quoi on s'attaque, c'est en fait à l'humanité des femmes et de manière générale aux femmes en tant que peuple. Et donc, elle qualifie cela de manière très stricte et elle dit le féminicide, c'est ça. Et puis, là encore, pour une raison qu'on s'explique mal, parce qu'on ne l'a pas encore vraiment investigué, ce concept de fémicide, il va circuler. Parce que, évidemment, comme je l'ai dit, cette question du féminicide au Mexique, ça devient une question internationale. On en parle. On en parle d'abord dans les milieux de la recherche féministe, mais ça se diffuse plus largement. Il y a une vulgarisation de ce qui est en train de se passer, en particulier parce qu'il y a des journalistes qui vont travailler, des chercheurs, des chercheuses, bien sûr, qui écrivent des livres, des artistes qui font des films, qui produisent des œuvres, et aussi des journalistes voilà, qui envoient des reportages sur Ciudad Juárez, notamment dans le monde entier. Et on commence à parler en fait de ce qui se passe là-bas, et évidemment, comme on en parle au Mexique comme féminicide, ben, le terme commence à infuser dans nos sociétés, mais il infuse en superposant finalement deux crimes qui touchent les femmes en tant que femmes, mais qui ne les touchent pas exactement de la même manière. C'est-à-dire qu'on va faire fusionner le fémicide et le féminicide. Alors, a priori, ça n'est pas très grave, dans le sens où chaque société acclimate le terme qui lui paraît le plus susceptible d'éclairer un phénomène social ou sociétal majeur. Donc en France, alors que le fémicide n'avait pas du tout pris dans les années 70, et ben, à la faveur du mouvement MeToo, effectivement, on voit que le féminicide commence à s'installer dans le paysage médiatique, mais de manière plus générale. On commence à parler de cela, d'autant que nous avons évidemment des affaires célèbres. Et pour moi, c'est très important. Il y a des affaires fondatrices qui m'ont permis de comprendre que le fémicide et le féminicide constituent en fait un continuum de violence. Et ce qui me permet de comprendre cela à travers l'expérience qui est la mienne, c'est-à-dire l'expérience de la Française que je suis, c'est les deux affaires qui ont lieu au début des années 2000. Alors la première étant celle qui touche en 2002 Soham Benziane. Donc Soham Benziane, c'est une jeune fille d'un quartier de Vitry-sur-Seine. Et elle est exécutée au début des années 2000, donc dans cette cité, brûlée vive. Et donc elle meurt de la suite de ses blessures, et ce qui est présenté alors comme un fait divers, et pire encore comme un crime passionnel, met le feu à nos quartiers, si j'ose dire, mais dans un autre sens que le sens habituel, puisque ça va donner naissance à la fameuse marche des femmes des quartiers, et puis plus tard au mouvement Ni pute ni soumise. Donc une prise de conscience en fait qu'il y a une violence dirigée contre les femmes dans les quartiers, ce que nous savons évidemment. Mais ce qui pose problème, c'est le traitement médiatique de cela. J'aurai peut-être le temps d'en parler après. Mais pour saisir en fait que ça n'est pas spécifique à une catégorie d'hommes, c'est malheureusement très universalisable, y compris dans notre société. Quelques mois plus tard, on a l'affaire Marie Trintignant. Et donc là, on n'est plus du tout dans un quartier difficile. On est dans une autre catégorie du spectre socio-économique de notre pays. Je ne reviens pas sur l'affaire Marie Trintignant parce que tout le monde la connaît. Donc, affaire qui éclate évidemment en 2003, lorsqu'on retrouve dans une chambre d'hôtel de Vilnius Marie Trintignant sans tête et sans visage quasiment. Sa mort évidemment me fait prendre conscience en fait de l'amplitude en fait du spectre socio-économique en fait des femmes touchées. Et c'est très important en fait pour moi de le préciser, parce que c'est le début d'une réflexion qui va m'amener des années plus tard donc à élaborer le troisième concept dont je voulais vous parler, qui est donc le concept de continuum féminicidaire. Donc un concept qui a été forgé
dans la conversation collective du livre, et qui a vocation à éclairer en fait toutes les violences que les femmes rencontrent de la naissance à la mort et parfois même avant la naissance, mais je vais parler de cela ensuite lorsque je vais aborder la deuxième partie qui va nous amener de la préhistoire à aujourd'hui. Et donc ce continuum féminicidaire, il a vocation à éclairer donc toutes ces violences des plus évidentes. Le féminicide, ce sont des violences évidentes, parce que ce sont des violences extrêmes, très visibles, souvent médiatisées souvent, parfois très mal, mais l'objet de cette conférence n'est pas de parler du traitement médiatique ou politique des fémicides ou des féminicides. Mais ça se voit en fait. Enfin, en tout cas, ça se voit de plus en plus et on en parle de plus en plus. Mais le continuum féminicidaire, il a vocation à éclairer toutes les violences, celles qui sont aussi moins visibles. Ça va des violences les plus physiques aux violences les plus symboliques. C'est pourquoi, dans ce continuum, on discute, par exemple, de la néantisation des femmes dans l'histoire de leur pays ou dans l'histoire de l'humanité. C'est une violence qui est faite aux femmes parce que c'est une négation de notre rôle dans la construction de nos sociétés et dans la construction générale de notre humanité commune. Or, nous savons que les femmes ont autant participé à la construction des pays et de manière générale de l'histoire de l'humanité que les hommes. Donc, il s'agit d'une manière extrêmement claire de nous empêcher d'être dans le récit. Et d'ailleurs, faire le récit, c'est un point très important. Moi qui suis 19e, je sais à quel point les hommes ont capté la capacité de faire récit. Et en faisant cela, ils ont, dans presque toutes les disciplines des sciences humaines, expulsé, périphérisé les femmes, ce qui, évidemment, a conduit à voir l'histoire seulement du côté des hommes, ce qui est en soi extrêmement problématique. Donc, dans ce continuum féminicidaire, il y a par exemple une réflexion, je pense, très salutaire sur la néantisation des femmes dans l'histoire de leur propre pays, dans l'histoire de l'humanité. C'est aussi une réflexion sur les langues et les langages, sur en quoi je rejoins totalement le positionnement de l'historienne Eliane Viennot, qui rappelle que la langue française a été masculinisée, qu'il ne s'agit pas de la féminiser, mais de la rendre à nouveau plus neutre. Ce qu'elle était d'ailleurs de manière tout à fait évidente, comme le montrent des travaux extrêmement documentés, notamment à l'époque médiévale. Donc voilà, donc ce continuum féminicidaire, il a vocation à comprendre que les violences faites aux femmes doivent être pensées dans une dynamique, dans un flux, et que il n'y aurait pas de fémicide ou de féminicide s'il n'y avait pas en fait toute une série de violences qui sont banalisées et souvent excusées, y compris par les femmes elles-mêmes, parce qu'il y a eu des politiques de dressage mises en place au cours de l'histoire extrêmement puissantes qui nous ont acclimatés au fait que nous devions accepter les violences qui nous étaient faites et qui nous sont faites, et les excuser nos agresseurs ou les féminicidaires de manière récurrente, en particulier quand les agresseurs sont des hommes de notre famille. Et ça, c'est aussi un point très, très important sur lequel il faut évidemment réfléchir individuellement et collectivement. Donc le continuum féminicidaire, c'est un outil extrêmement précieux qui permet de penser les violences dans une dynamique, dans un flux, de comprendre que les violences sont liées les unes aux autres et que évidemment, des violences jugées supportables ou entre guillemets acceptables acclimatent un régime d'impunité qui au final va conduire au fémicide ou au féminicide. Et c'est bien le problème. Donc il faut les comprendre dans une dynamique, évidemment, et il faut aussi comprendre que, et ça c'est très très clair quand on travaille sur les biographies de violence des femmes, c'est que les femmes vont cloisonner en fait les violences qui leur sont faites. Pour des raisons qui sont évidentes, d'abord de survie psychologique, hein, si on commence à penser à toutes les violences qui nous sont faites au cours de notre vie, on devient assez vite dingo.
Et puis aussi parce que on a cette idée qu'il y a voilà des micro-violences et des macro-violences, des violences qui sont plus ou moins acceptables, des violences qui sont inacceptables. Et mais le problème, c'est que ce qu'on comprend pas, ce qu'on n'arrive pas à articuler, c'est qu'il n'y a pas de violence inacceptable s'il n'y a pas de violence acceptable, en fait. Donc c'est cette dynamique entre violence acceptable, violence inacceptable que le continuum féminicidaire a vocation à éclairer. Et donc, évidemment, ces trois outils sont très, très précieux, en fait, pour nous permettre de saisir sur la très longue durée historique qu'est-ce qui a fondé finalement le système d'écrasement des femmes dont je vais parler maintenant de manière concrète en utilisant trois étapes et de manière peut-être un petit peu rapide et caricaturale. Vous m'en excuserez parce que je n'ai pas beaucoup de temps pour expliquer de manière forcément très subtile et très articulée tout cela, mais je voudrais quand même donner dans la très longue durée historique trois moments qui permettent d'exemplifier à partir des outils que je viens d'expliciter comment est-ce qu'on peut repenser le récit qui est fait des violences faites aux femmes de la préhistoire à nos jours. Mais avant de faire ça, je voulais m'arrêter quand même 2 secondes sur le document iconographique que je présente ici. La zone frontalière entre les États-Unis et le Mexique est un vaste cimetière, en fait. Et à chaque fois qu'on creuse, on trouve des cadavres de femmes. Parce que les femmes au Mexique ne sont pas des individus, ce sont des territoires qu'on peut conquérir, ravager et détruire. Et donc là, ici, on a parmi les très nombreux documents iconographiques qui concernent Ciudad Juárez, un des mémorials qui a été érigé pour les victimes qui ont été retrouvées. Donc on retrouve très très souvent en fait ces croix roses sur lesquelles est indiqué le nom de la femme victime de féminicide et derrière les photos évidemment de ces femmes. Et on a beaucoup d'images comme ça qui sont des images très émouvantes de ces petits mémoriaux qui ont fleuri, c'est le cas de le dire, malheureusement sur l'ensemble de la zone. Et qui sont une manière simple et émouvante d'honorer les mortes parce que évidemment nous parlons ici de milliers de femmes mexicaines qui ont disparu et sachant que le Mexique est un des pays les plus dangereux pour les femmes puisqu'il y a évidemment des chiffres de féminicides journaliers qui n'ont strictement rien à voir avec les nôtres, même si on compte différemment, c'est-à-dire avec une définition maximisée et pas une définition minorisée. La définition minorisée, c'est de compter que les féminicides par un partenaire intime. Même si on compte de manière plus large, ce que je souhaite, en intégrant des catégories plus importantes de disparition de femmes, on n'arrive pas aux chiffres mexicains et de manière générale, on n'arrive pas aux chiffres de l'Amérique centrale et de l'Amérique latine. Donc on a là quand même un terreau misogyne extrêmement puissant qui se traduit de manière très très évidente dans les cadavres de femmes qu'on retrouve. Et c'est ce que je voulais exemplifier donc avec cette photographie d'un des très nombreux lieux dédiés à ces victimes à Ciudad Juárez et sur l'ensemble de la zone. Alors, j'ai donc enfin fini ma première partie et je vois que j'ai déjà pris beaucoup de temps pour cela. Vous avez compris que je suis un peu bavarde, donc je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Et donc, dans cette seconde partie, je voudrais essayer d'articuler en fait ce système d'écrasement très ancien dont le féminicide est une manifestation. Et la manifestation peut être la plus évidente et bien sûr la plus mortifère. Et comprendre en fait
que les violences faites aux femmes sont très difficiles à éradiquer parce qu'elles sont probablement hors la guerre, mais en fait, les violences faites aux femmes sont liées d'un point de vue structurel à la guerre, comme je vais tenter de l'expliquer. Donc, elles sont probablement ces violences les plus anciennes violences de l'histoire de notre humanité commune, puisqu'il y avait des violences dirigées contre les femmes de manière spécifique avant même qu'il y ait des sociétés humaines, c'est-à-dire avant même la période historique et même proto-historique. Donc, et c'est pourquoi je commence évidemment cette seconde partie avec la préhistoire, parce que la préhistoire est en train, le récit qui a été fait des temps préhistoriques est en train d'être remanié de manière importante. Et c'était, je crois, fondamental de le faire parce que la préhistoire est née en tant que discipline au XIXe siècle, dans le XIXe siècle positiviste. Et c'est un récit qui a, de manière générale, donné un rôle extrêmement périphérique aux femmes. Et donc, nous sommes en train, y compris d'ailleurs, quand je dis périphérique aux femmes, y compris dans les violences qui leur ont été faites, évidemment. Donc, ça fait depuis cette seconde vague du féminisme occidental que des chercheuses ont commencé à reprendre le matériel, les matériaux sur lesquels travaillent les préhistoriens, les paléontologues, les paléoanthropologues et aussi les anthropologues et les historiens, puisque dans certains cas, pour attester de structures sociales ou de faits sociaux dans des sociétés très anciennes où il n'y a pas beaucoup de restes, on compare, on fait des comparaisons anthropologiques, disons, avec des sociétés contemporaines. Donc évidemment, c'est intéressant aussi d'avoir la paléoanthropologie et l'anthropologie pour nous aider. Donc, qu'est-ce qu'on sait concrètement de la naissance de ce système d'écrasement et pourquoi est-ce qu'on date sa naissance de la préhistoire? C'est-à-dire, si on comprend bien cela, ça veut dire que la matrice élémentaire de la violence, élémentaire au sens originel, serait la violence faite aux femmes, puisque à ce moment-là, nous sommes dans des groupes d'humains, non pas dans des sociétés, mais dans des groupes d'humains qui sont soit des néandertals, soit des sapiens, et dans lesquels il n'y a pas encore, évidemment, de société de caste, de société de classe, ou même d'altérisation très claire, altérisation qui vont ensuite donner naissance par étapes aux préjugés de couleur, puis au racisme scientifique. Donc on est en amont de tout cela. Et donc, depuis les années 70, des chercheuses et des chercheurs, mais plutôt des chercheuses, reprennent le matériel à disposition. Alors, d'abord, où c'est le plus évident de le faire, c'est-à-dire au néolithique, quand nous commençons à nous sédentariser, en particulier dans la région du croissant fertile, mais aussi au paléolithique, et c'est ça qui nous intéresse beaucoup, puisque l'objectif de ce que je veux démontrer, c'est qu'en fait, il existe des violences faites aux femmes parce qu'elles sont des femmes dès la période du paléolithique, donc bien avant le néolithique, alors qu'au néolithique, maintenant, c'est quand même assez documenté. Alors, comment est-ce qu'on peut prouver cela? Donc, qu'est-ce que nous savons? Nous savons que les groupes humains sont démographiquement petits et qu'ils sont très mobiles. On bouge beaucoup sur le territoire parce que, bien sûr, nous ne sommes pas des prédateurs. À ce moment-là, nous sommes des proies. Il y a des prédateurs très, très, très dangereux autour de nous. Donc, nous bougeons beaucoup et nous avons une connaissance assez fine de notre milieu puisque, en fait, nous retirons pour notre subsistance journalière, évidemment, de cette connaissance du milieu, le savoir qui consiste à reconnaître les lieux où poussent les céréales sauvages, où on connaît bien sûr les migrations des animaux, en particulier des petits animaux dont on se nourrit, etc., etc. Donc des groupes assez petits, assez mobiles, qui font
des très grandes distances journalières, ce qui nécessite une très bonne condition physique, et dont la seule ressource est la ressource humaine, en fait. C'est très important de le comprendre. Or, lorsqu'une crise arrive dans ces groupes humains, Néandertal ou Sapiens, on constate que immédiatement se pose la question de la survie immédiate du groupe. Et ce que montre le matériel à disposition, c'est que lorsqu'il y a une crise de ce type, eh bien, on va se séparer des individus qu'on juge les moins aptes à assurer la survie immédiate du groupe. Et dans les individus considérés comme les moins aptes à cela, il y a d'abord les enfants, les deux sexes, mais en particulier les filles et les femmes. Et puis ensuite, la crise passe et se pose la question non plus de la survie immédiate du groupe, mais de la survie dans la longue durée. Et évidemment, dans cette survie à plus longue durée, on se rend compte que moins de femmes, ça veut dire une reproduction problématique, sachant que nous savons aussi que les femmes néandertales et les femmes sapiens ont une très bonne connaissance de leur corps, apparemment, et qu'elles ont une gestion très intelligente des naissances. Elles s'arrangent pour avoir en gros un enfant tous les 4 ans, enfant qu'elles portent dans tous les sens du terme, puisque les groupes bougent, donc il faut que quelqu'un porte les enfants. Donc les femmes portent les enfants, en particulier aussi parce qu'elles les allaitent très très longtemps, ce qui permet d'espacer aussi les naissances, en plus du fait que nous postulons qu'elles connaissent bien aussi le savoir des plantes, en particulier des plantes qui permettent de ne pas avoir d'enfants ou de ne pas avoir d'enfants de manière trop répétée. Et donc, évidemment, une fois que la crise est passée, ce qui permet la reproduction humaine, c'est-à-dire le fait d'avoir des hommes et des femmes, fait défaut. Et donc, on suppose, et c'est quand même une hypothèse qui est maintenant très fortement documentée, que on va dans ces cas-là chercher cette ressource humaine manquante dont on a éradiqué à la source les membres, on va les chercher ailleurs dans d'autres groupes, ce qui est probablement l'une des origines, si ce n'est l'origine de la guerre, en fait. Et c'est pour ça que j'ai mis, pour illustrer mon propos, le tableau de Paul Jamin, Le rapt à l'âge de pierre, qui montre en fait effectivement que la principale ressource de ces groupes, c'est la ressource humaine. Et donc, et que quand la crise est passée, il faut rééquilibrer le ratio entre les sexes. Et que comme on a plus de femmes ou pas assez de femmes pour le faire à l'intérieur du groupe, on va aller chercher des femmes à l'extérieur du groupe. Sachant d'ailleurs que aussi bien dans le très long passé de nos sociétés que dans les exemples les plus contemporains, lorsqu'il y a un conflit de ce type, en général, on tue les hommes. Et ce qu'on va garder, ce sont les femmes, les petites filles et éventuellement les petits garçons, mais ça, c'est moins systématique. Donc ça, c'est le premier point. Et par ailleurs, l'étude des restes archéologiques, mais sur lesquels on travaille, et puis évidemment dans les restes en question, il y a aussi les restes humains, permettent d'identifier des violences spécifiques qui sont faites aux femmes. Et donc là, c'est une très grande préhistorienne et historienne française, Claudine Cohen, qui introduit tout cela dans le livre qui s'appelle Claudine Cohen, et qui explique que lorsque, hors la guerre, on va s'intéresser à la violence qu'on pourrait définir comme une violence de genre ciblée, on va s'apercevoir que, par exemple, lorsqu'on retrouve des cadavres d'enfants qui ont été tués de manière violente, il y a une surreprésentation des filles. Lorsqu'on retrouve des cadavres qui ont servi à des meurtres sacrificiels, on retrouve une surproportion de filles. Et lorsqu'on évidemment retrouve des restes avec et donc des restes osseux, puisque c'est à partir des restes osseux essentiellement qu'on peut travailler pour ces périodes très anciennes, avec des marques de mort violentes,
eh bien, là aussi, il y a une surreprésentation des femmes. Évidemment, je parle là des cas de mort violente hors la guerre, bien sûr. Donc cette surreprésentation laisse entendre qu'il y a en fait depuis fort longtemps et probablement depuis le paléolithique, donc des meurtres ciblés, en tout cas dans ces sociétés, dans ces groupes-là, des violences qui sont exercées de manière tout à fait évidente, donc sur les femmes plus que sur les hommes, en tout cas dans ces contextes-là. Au néolithique, les choses s'accroissent puisque les sociétés se sédentarisent et en se sédentarisant, on va passer de groupes humains à sociétés humaines et les sociétés humaines sont marquées par une domestication de la vie sans précédent. Une domestication de la vie qui concerne, bien sûr, et ça on le sait de manière évidente, les plantes et les bêtes, évidemment. Mais on oublie qu'on va aussi domestiquer les paysages. On va changer radicalement la nature de certains paysages par l'action humaine. Et c'est ce que nous n'avons pas cessé de faire jusqu'à aujourd'hui. Et puis, on va domestiquer aussi un autre aspect du vivant qui est le fait de domestiquer les hommes et les femmes. Et on a compris que, en fait, dès le paléolithique s'installent des régimes de force. Probablement parce que la survie est tellement précaire que la seule manière, en fait, de faire groupe, c'est d'assurer une autorité très importante. Et au fur et à mesure du temps, on comprend en fait que ces régimes de force vont s'incarner de plus en plus précisément en fait dans une partie de la population. Ça aussi, c'est évidemment lié à la question de la maternité, à la question de la grossesse, parce que même une femme néandertale ou une femme sapiens très robuste, et on sait qu'elle l'était, parce que lorsque on retrouve encore une fois des restes, c'est très difficile en fait de savoir si c'est un homme ou une femme si on n'a pas le bassin, jusqu'à l'ADN, jusqu'à la découverte de l'ADN. Pendant très longtemps, on a travaillé sans ADN. Donc, lorsque on n'avait pas d'ADN et qu'on n'avait pas de bassin, c'était bien difficile de savoir si c'était un homme ou une femme. Donc, ça veut dire que le dimorphisme sexuel n'est pas naturel, il est le produit d'un conditionnement sociétal. Et donc, on sait que les femmes sapiens étaient finalement assez robustes. Mais à un moment, même la femme sapiens la plus robuste, quand elle marche 80 km dans la journée et qu'elle est à 9 mois de grossesse, elle n'est pas capable de faire la même chose qu'un homme sapiens qui, évidemment, n'est pas dans la même figuration corporelle. Et donc, en fait, de cet aspect conjoncturel est né, en fait, un système qui va hiérarchiser, en fait, à partir des régimes de force, qui va hiérarchiser la population en deux et qui va construire des hiérarchies de plus en plus importantes, hiérarchies qui vont reposer sur un accaparement des pouvoirs de plus en plus important aussi. Et au fur et à mesure, on va se retrouver, et c'est tout à fait évident à la période qui suit donc le paléolithique au néolithique, donc des sociétés où il va y avoir des dominants, des forts, qui sont les hommes, et puis des dominés, des faibles, qui sont les femmes. Et ça s'accentue parce que pendant les premiers temps de la préhistoire, les femmes, comme je le disais, contrôlaient les naissances. Parce qu'on n'avait pas besoin d'avoir beaucoup de bras, ça encombrait, et on bougeait beaucoup. Mais à partir du moment où on domestique le vivant, où on commence à construire des unités de population fixes, on va fixer les femmes de plus en plus spécifiquement au foyer, et le ventre des femmes va devenir un enjeu majeur, puisque là, pour le coup, reproduire la main-d'œuvre, avoir une main-d'œuvre importante, c'est quelque chose de tout à fait essentiel à ces unités, qui sont des unités familiales ou claniques, qui vont constituer les premières sociétés humaines. Et donc là, on voit que effectivement, les femmes sont de plus en plus réduites
au foyer, aux activités sédentaires. C'est très important aussi parce que la robustesse des femmes sapiens, elle était aussi liée au fait que les femmes sapiens avaient le même régime physique que les hommes, donc elles se déplaçaient beaucoup, elles faisaient les mêmes travaux ou à peu près. Et donc, à partir du moment où on dissocie, en fait, cela et où on dit les hommes vont être dans les champs ou s'occuper des bêtes, donc ils vont continuer à avoir une activité physique importante, et puis les femmes, elles seront à la maison, voilà. Et d'ailleurs, on le voit à ce moment-là, on le voit, parce que dans les restes osseux, on voit qu'il y a des pathologies différentes en fonction des hommes et des femmes, et que c'est lié au fait que certaines arrêtent de bouger ou presque, alors que d'autres continuent à bouger beaucoup. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui expliquent tout cela. Mais en tout cas, ce qu'on observe de manière tout à fait évidente, c'est que d'une différence, qui est une différence physiologique qui n'a pas vocation à créer une hiérarchie sociale, on va constituer un lien direct entre la différence physiologique et la hiérarchie sociale, avec une captation de plus en plus évidente de tous les pouvoirs par les hommes, pouvoirs qui sont définis au nombre de 4, mais qui sont très articulés à ce moment-là, donc le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir artistique et le pouvoir spirituel. Et que voilà, les femmes se retrouvent de plus en plus limitées dans le temps et dans l'espace par rapport à ces systèmes qu'on définit comme des systèmes proto-patriarcaux et dont on retrouve la trace donc dès les temps préhistoriques. Alors je vais faire un grand bond dans le temps maintenant pour parler en fait d'un autre moment crucial en fait de ce système d'écrasement des femmes très ancien. Et donc évidemment, jusque-là, je parlais essentiellement du continent africain, puisque Sapiens est né sur le continent africain et puis qu'il a essaimé à partir du continent africain dans l'ensemble du monde. Et peut-être l'une des hypothèses les plus évidentes de l'universalité des systèmes patriarcaux, c'est sans doute que notre espèce a développé cela à l'origine et que lorsque Sapiens a essaimé, lorsque Sapiens a fait la conquête de l'ensemble du monde, il a amené avec lui un proto-système patriarcal qui s'est ensuite diversifié, complexifié quand les sociétés, évidemment, se sont singularisées. Et sinon, on ne comprend pas très bien comment est-ce qu'on retrouve si peu d'alternatives aux systèmes patriarcaux dans le monde. C'est quand même une question qu'on ne peut pas complètement éluder. Il faut bien qu'il y ait une raison à l'existence si majoritaire de ces systèmes patriarcaux sur les 5 continents qui constituent notre monde commun. Alors, le système d'écrasement, il fluctue en fonction des échelles que constituent les patriarcats. Donc, dans un premier temps, lorsqu'on sort de la période préhistorique et de la période proto-historique et qu'on arrive dans la période historique, on observe que ces systèmes patriarcaux vont être définis comme des systèmes patriarcaux de basse intensité, qu'on va retrouver presque partout, et qui sont organisés selon une matrice duale. Les hommes et les femmes sont 2 choses différentes et complémentaires. Les hommes ont beaucoup de droits, peu de devoirs. Les femmes ont beaucoup de devoirs et peu de droits, mais les droits qu'elles ont sont respectés et elles peuvent les faire respecter en général par leur parenté masculine, par les hommes de leur famille, dont le devoir est justement de s'assurer que ces droits sont respectés. Ces régimes de basse intensité, on les retrouve partout sur les 5 continents. On les retrouve dans les pratiques comme dans les imaginaires. Pour avoir une idée très concrète de cela, il suffit de se plonger d'une manière assez précise dans les cosmogonies et dans les mythologies, et on voit ça émerger de manière tout à fait évidente en ce qui concerne les représentations, les imaginaires, les symboles, les langages spirituels. Mais on le voit aussi dans les pratiques sociales de manière tout à fait évidente. Donc, ces patriarcats de basse intensité
il reste là pendant très 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 longtemps en fait. À un moment donné de l'histoire, on observe que ces patriarcats de basse intensité vont muter en patriarcats de haute intensité, des patriarcats plus agressifs, dont l'objectif de ces patriarcats est de s'étendre sur des territoires de plus en plus importants. Et donc, pour ce faire, les niveaux d'agressivité vont s'élever de manière très importante. Donc, d'abord, on peut corréler en fait la mutation d'un patriarcat de basse intensité à un patriarcat de haute intensité à l'échelle du territoire qui va passer sous contrôle, disons. On peut dire d'ailleurs que dans les premiers patriarcats de basse intensité, la première colonie, finalement, ce sont les femmes elles-mêmes, puisque, comme je l'ai dit, les femmes sont presque partout considérées comme des territoires plus que comme des êtres à part entière. Ce sont des extensions d'autre chose. Ce ne sont pas, dans la grande majorité des sociétés, des individus à part entière. Donc, ce sont des territoires. Donc, la colonisation commence par, évidemment, la prise de possession de ce territoire que constitue la femme elle-même. Et puis ensuite, on étend les territoires. Et on observe que lorsque les patriarcats mutent, ce sont souvent des patriarcats colonialistes, dans le sens premier du terme. Si on prend l'histoire de l'Europe, par exemple, on peut imaginer très simplement faire une relecture totale de l'histoire de Rome à partir de cela. Et si on relit la guerre des Gaules de César, on se rend compte que ce que je suis en train de dire n'est pas complètement délirant, puisque César raconte qu'il fait une guerre de carnage et de dévastation, qu'il tue évidemment tous les hommes possibles et imaginables, mais qu'il rapte quand même, il razzie quand même beaucoup de populations gauloises, en particulier, prenons la Gaule, pour esclavagiser ces populations, ce qui lui permet de gagner beaucoup d'argent et de faire un triomphe encore plus triomphant quand il rentre à Rome. Et évidemment, les esclaves en question sont beaucoup des femmes et des enfants, évidemment. Donc, ces patriarcats s'étendent et deviennent de plus en plus agressifs. Et dans l'histoire de l'humanité, on voit à plusieurs reprises, sur plusieurs continents, émerger des patriarcats de ce type, qui ne sont pas tous européens. Bon, je donne des exemples européens parce que nous sommes sur ce continent, mais qui ne sont pas tous, évidemment, européens. Et puis, dans l'histoire de l'Europe, il se passe une chose assez intéressante. À l'époque médiévale, à partir du 11e, 12e, 13e siècle, on voit en fait, et on le voit par de multiples études historiques qui sont menées dans plusieurs pays européens, qu'aujourd'hui, je veux dire, on voit qu'à cette époque, les femmes européennes commencent à contester en fait la domination patriarcale, domination masculine, sur plusieurs terrains importants. Le terrain de la spiritualité d'abord, puisque en particulier pour le christianisme et le catholicisme, il y a eu une véritable patriarcalisation de l'Église, mais aussi de ses dogmes et de l'apostolat. Donc les femmes commencent à contester cela, notamment dans les mouvements hérétiques, ou supposément hérétiques, définis comme hérétiques par l'Église. Donc, elles remettent en cause la domination des femmes dans le domaine religieux. Elles remettent en cause la domination des hommes dans le domaine économique. Par exemple, il y a un débat de plus en plus important sur le travail, sur le travail des femmes. Les femmes ont toujours travaillé. C'est absurde de dire que les femmes se mettent à travailler à telle période. Les femmes ont toujours travaillé. Le problème, c'est le travail salarié. Et donc, c'est une question qui est posée, le travail salarié, mais c'est aussi posé dans l'organisation générale des professions. Dans les corporations, les femmes demandent à, par exemple, pouvoir diriger des corporations de métiers. Elles remettent aussi en cause, évidemment, le pouvoir des hommes sur le terrain scientifique. Et c'est très important parce que nous sommes à un moment clé de la redéfinition de la question du savoir en Europe.
Et notamment, elles remettent, voilà, elles demandent à ce que les savoirs dits féminins soient traités à égalité avec les savoirs dits masculins. Et puis enfin, elles remettent en cause, parce qu'elles luttent pour les communs, pour les terres communes, elles remettent en cause d'un point de vue politico-économique, disons, ce qui constitue la première étape en fait du proto-capitalisme foncier, hein, donc concentration des terres, expulsion des populations d'un certain nombre de terres sur lesquelles ces populations se trouvaient, et les communs, donc les terres communes, sont un lieu très très important en fait pour les femmes et pour les sociabilités féminines. Donc les femmes contestent de manière très importante sur l'ensemble de ces éléments de pouvoir totalement déterminants. Elles contestent la suprématie des hommes. Et c'est très intéressant parce que plus le mouvement s'accroît, plus la riposte, et la riposte, elle commence par les milieux élitaires. En fait, elle commence dans les élites masculines européennes où on commence à voir surgir des textes misogynes, mais d'une misogynie hallucinante, en fait. Donc, on a une riposte qui vient donc des élites masculines, et cette riposte, par étapes, elle conduit en fait à la publication d'un livre tout à fait fondamental. Alors là, je passe des tonnes d'étapes et je vais vite. En plus, je vois que le temps passe. Mais voilà, et ça conduit en fait au marteau des sorcières, donc à la démonologie et au marteau des sorcières, donc un livre très important puisque c'est l'architecture idéologique des chasses aux sorcières, dont on a bien compris en fait quand on regarde de près qu'est-ce que furent ces chasses aux sorcières, qu'il s'agit en fait de séparer le bon grain de l'ivraie et d'un côté d'éradiquer une partie non négligeable de la population féminine européenne jugée non assimilable à un nouvel ordre masculin qui est en train de se reformer, de se relooker d'une certaine manière, et puis de l'autre de mettre en place des politiques de domestication par l'effroi, par la spectacularisation de la mort des sorcières, dont l'objectif est de faire rentrer les femmes dans le rang et de mettre fin à la révolte et à la subversion qui était née de la période précédente. Et les chasses ensanglantent l'ensemble de l'Europe et fonctionnent très bien, incontestablement. Et ça marque un tournant en fait dans l'histoire de ces violences faites aux femmes. C'est-à-dire que je pense que pour comprendre sur la longue durée historique ce qui a constitué ce système d'écrasement, faire l'impasse sur les chasses aux sorcières est totalement illogique et problématique en fait. Donc pour illustrer ça, je vous ai mis une gravure donc de Anneken Hendricks qui a été brûlée vive à Amsterdam le 10 novembre 1571. Donc il y a deux grands modes d'exécution des sorcières. Il y a le feu, et c'est très important parce que ça renvoie au caractère hérétique de la figure, puisque l'Église catholique a empêché les crémations pendant très longtemps, parce que les crémations, c'était lié au culte païen. Donc, on enterrait les morts. Et donc là, les sorcières ne sont pas... C'est une sous-espèce, une sous-humanité, même pas une humanité du tout, d'ailleurs. Et donc, elles sont brûlées. Dans une grande partie de l'Europe, on les brûle, mais dans une autre partie de l'Europe, on les pend. Et la pendaison, ça se retrouve y compris lorsqu'on commence à exporter les chasses aux sorcières au moment des premières colonisations européennes, par exemple à Salem. Les femmes sont pas brûlées, mais elles sont pendues. Donc c'est un moment très important qui nous permet de saisir en fait comment ce système d'écrasement des femmes à des périodes, des pics en fait d'agressivité qui sont liés à des moments de résistance. Donc en fait toute l'histoire de l'humanité c'est une histoire de résistance des femmes, de pics d'agressivité. Donc ça redescend et puis ça remonte, puis ça redescend, puis ça remonte. Et donc on a comme ça
chaque continent et même chaque société est marquée donc par cette structure accidentée de pics de résistance des femmes et de ripostes extrêmement puissantes de réseaux qu'on peut définir comme des réseaux masculinistes dès cette époque-là, hein, parce que les démonologues, c'est un réseau masculiniste en fait, avant l'heure, qui permettent en fait de remettre chacun à sa juste place, dans son juste rôle, et de maintenir donc l'ordre sexuel, l'ordre du genre qui est au cœur de l'ordre social depuis fort longtemps, on l'a compris. Et puis pour finir cette seconde partie, je voulais juste évoquer les féticides de masse. Là, on est dans la contemporanéité immédiate et on est sur un autre continent qui est le continent asiatique, où depuis les années 70 sont mis en place des politiques qui sont des nécropolitiques de féticide en Inde et d'infanticide en Chine, mais je vais me centrer vraiment sur l'Inde aujourd'hui, qui ont conduit en fait sur l'ensemble du continent asiatique depuis les années 70 au fait que plus de 200 millions de femmes ne sont pas nées en fait ou ont été tuées dès la naissance. Donc c'est là un féminicide de masse à une échelle inégalée qui pose véritablement la question de savoir si on pourra un jour, dans certaines parties du continent asiatique, avoir des sociétés sans femmes. Ça paraît être totalement aberrant de poser la question comme ça aujourd'hui, mais si on prend le cas de l'Inde à l'horizon 2030, et c'est ce qu'explique très bien Geeta Aravamudan, qui est la journaliste indienne qui a été une lanceuse d'alerte précisément à cette époque pour faire comprendre à la société indienne que tuer les filles in utero, ça allait poser d'énormes problèmes à la société indienne, mais pas seulement, parce que l'Inde, c'est le pays le plus peuplé du monde aujourd'hui, donc ça pose aussi des problèmes en termes de démographie mondiale, en fait. Et donc, ces filles qui ne sont pas nées, à l'horizon de 2030, et 2030 c'est demain, ça constitue en fait une rupture démographique extrêmement préoccupante, puisqu'on pense que en 2030, il y aura à peu près 800 filles qui vont naître pour 1000 garçons. Donc un trou de 200 femmes par 1000 naissances masculines. Et bien sûr, ça a des répercussions extrêmement importantes sur les violences faites aux femmes. Je signale d'ailleurs que l'Inde, dans le classement international, c'est le pays le plus dangereux pour les femmes. Et ça a des répercussions extrêmement importantes parce que s'y développent bien sûr des mariages précoces, des mariages forcés, des kidnappings de petites filles. On va acheter une femme pour satisfaire tous les hommes d'une famille, parce que les filles coûtent cher, et puis il y a le système de la dot en plus. Donc on a donc des dispositifs de polyandrie forcée, ça fait exploser la traite des êtres humains et la prostitution. Voilà, donc on voit que ce privilège masculin qui est un privilège masculin qui est indexé sur la vie même. C'est-à-dire que quand on est une fille dans certaines parties du monde, c'est pas seulement qu'on est empêché d'aller à l'école, c'est pas seulement qu'on est empêché de travailler, c'est pas seulement qu'on est empêché d'apprendre à lire, à écrire, à penser, à se mouvoir, etc. C'est qu'on est empêché de vivre. Et est-ce qu'on peut imaginer que pour une autre catégorie de la population que les femmes, qui constituent quand même la moitié de l'humanité, on puisse, sans qu'il y ait une révolution planétaire mondiale, parler de chiffres comme ça. 200 millions de filles qui ne sont pas nées sur le continent asiatique. Quel est leur crime? Leur seul crime, c'est d'être des filles. C'est leur seul crime. Et donc, ça conduit évidemment à un déséquilibre extrêmement inquiétant, en particulier dans certaines parties de l'Inde, dans le sud de l'Inde par exemple, où on se retrouve avec des villages
sans femme, ou quand je dis sans femme, c'est-à-dire sans femme en âge de procréer et de se marier. Hein. Donc c'est extrêmement inquiétant, et donc ce système d'écrasement des femmes, il n'est pas seulement en train, ce système d'écrasement patriarcal n'est pas seulement en train de détruire la planète, il n'est pas seulement activé par l'écocide, mais il est activé par des politiques féminicidaires qui sont des politiques extrêmement inquiétantes pour notre avenir commun. Et puis, pour finir quand même de manière plus positive, comment sortir de tout cela? Honnêtement, on n'a pas de société, on n'a pas évidemment de solution miracle. Mais à court terme, on peut déjà imaginer qu'on peut évidemment améliorer la chaîne répressive, puisque quand on parle de féminicide, on parle de crime. Donc évidemment, parler de crime, ça veut dire parler de la chaîne répressive, de la police, de la justice, mais aussi de l'espace carcéral. Et je crois qu'il y a énormément de choses à revoir, parce que par exemple, la défense des féminicidaires, c'est l'attaque. La défense des féminicidaires, c'est salir la victime. Et donc, on pourrait avoir d'autres formes de défense qui seraient des défenses constructives, c'est-à-dire qui permettraient de responsabiliser les agresseurs et les féminicidaires, et de commencer à reconstruire par rapport à cette prise de conscience et à cette responsabilité. Donc, il y a un énorme travail de pédagogie à faire à court terme dans la chaîne répressive, qui a vocation à lutter contre la masculinité hégémonique. Et évidemment, le féminicide, c'est une expression de la masculinité hégémonique, mais aussi de manière plus générale, de lutter contre les fraternités agressives qu'on retrouve évidemment à de très nombreux moments de l'histoire, ces fraternités agressives, comme les appelle Rita Laura Segato, pour parler par exemple de la police mexicaine, qui évidemment participe totalement en fait du problème. Et ça doit aussi nous faire réfléchir sur nos structures et nos institutions. Et bien sûr, toutes nos structures et toutes nos institutions sont le produit de cette longue histoire. Donc peut-être il faut commencer à plus long terme, changer de paradigme. Moi, je crois très sincèrement, comme Rita Laura Segato, que nous avons stagné dans la préhistoire patriarcale de l'humanité, et que, en fait, cette stagnation dans la préhistoire patriarcale nous empêche de constituer vraiment des sociétés humaines. Donc, voilà, on doit repenser, et Dieu sait que l'actualité actuelle nous montre que la masculinité hégémonique au pouvoir fait des ravages partout. Donc, il faut repartir d'autres choses. Et donc, voilà, dans les théories féministes, on parle beaucoup, par exemple, de la politique des femmes, du fait que les femmes ont été socialisées autrement. Elles ne sont pas naturellement comme cela, elles ont été socialisées autrement, mais que cette socialisation conduit à des valeurs dites féminines, et je précise bien dites féminines, mais qui sont peut-être une base sur laquelle on peut penser en fait un monde différent, qui serait pas un monde de la verticalité, de l'agressivité, de la violence, de la conquête, du ravage, mais peut-être un monde de l'horizontalité, voilà, qui pourrait être activé par des sororités inclusives. Et je terminerai là-dessus parce que c'est très important pour moi. Donc, les sororités, on voit bien ce que c'est. D'ailleurs, pendant les chasses aux sorcières, l'une des premières choses qu'on a détruit, précisément, ce sont les sororités. Les sororités qui étaient des espaces de partage, de parole, d'expertise, de savoir, etc. Mais la sororité inclusive, c'est pas que des groupes de femmes. Ça permet aussi d'inclure les hommes, mais pour cela, il faut que les hommes abandonnent le privilège masculin. C'est un privilège exorbitant dont je crois peu d'hommes ont conscience, et ça participe aussi du problème. Il faut prendre conscience de ce privilège exorbitant, et si on le laisse à la porte, alors nous acceptons les hommes comme nos sœurs. Et donc on pourrait avoir une humanité sorore qui serait le produit en fait de la réunion des hommes et des femmes dans un monde horizontal et apaisé. Merci beaucoup pour votre écoute.
Merci beaucoup, Christelle. Alors, il y a eu relativement peu de questions. Je renvoie tous nos interlocuteurs à votre livre parce que il y a tellement d'autres choses que vous n'avez pas pu aborder aujourd'hui du fait de la contrainte. Je parlerai notamment de tout l'aspect sur la colonisation et l'esclavage que vous développez, sur les crimes d'honneur concernant les Palestiniens de l'intérieur, qui est vraiment un sujet très d'actualité aussi. J'invite les participants de cette visio à parcourir votre livre qui est extrêmement riche. Donc la seule question qui a été posée, c'est quand vous dites femmes, cela inclut-il des femmes transgenres? Alors pour moi, oui, en fait. En fait, je ne le précise pas parce que pour moi c'est évident, mais je crois que il y a des évidences qui doivent être précisées. Donc oui, en fait, pour moi, de la même manière que voilà qu'un homme qui sort du privilège masculin et de la masculinité hégémonique, pour moi, c'est moins un homme qu'un être humain. De la même manière, il me semble qu'à partir du moment où on se définit comme femme, on est voilà, on est une femme parce que être une femme, c'est pas seulement la physiologie et la biologie, c'est aussi la socialisation, c'est aussi l'identification, c'est beaucoup de choses en fait. Voilà, donc pour moi c'est évident, mais c'est tellement évident que je le dis. Des fois je le dis, mais bon là j'ai oublié de le dire. Mais quand je dis femme, évidemment j'inclus les femmes cisgenres et les femmes transgenres, même si bien sûr ce dont on parle touche de manière très majoritaire, pour une raison évidente qui est démographique, les femmes cisgenres. Il faut quand même préciser, malgré tout, et c'est pas anecdotique de le dire, que les femmes transgenres sont évidemment victimes de violences croisées importantes, en particulier parce que ça n'est pas une règle générale, mais évidemment, il faut percevoir le fait que si une partie de l'expérience commune des femmes donne lieu à une violence commune, il y a aussi bien sûr des dominations croisées qui peuvent accroître évidemment les violences qui sont faites spécifiquement aux femmes parce qu'elles sont des femmes. Les problèmes de classe, par exemple, la pauvreté, les problèmes de racisme systémique, donc évidemment, donc racisme systémique qui peut être biologisé ou culturalisé, donc dans la couleur de la peau ou dans la confession religieuse, selon les pays, etc., mais qui peut être aussi lié à l'âge, qui peut être aussi lié à la situation de handicap. Je précise que une des catégories de femmes qui est le plus victime de féminicide et de féminicide dont personne ne parle, ce sont les femmes en situation de handicap à cause du fait que le validisme, que la violence patriarcale est doublée de la violence du validisme. Mais en fait, il faut être toujours très attentif à comprendre que il y a beaucoup de singularités dans cette catégorie, parce que par exemple, quand on parle des féminicides, les féminicides qui sont les plus médiatisés, c'est souvent les féminicides en milieu urbain. On laisse beaucoup de côté les femmes dans la ruralité, et c'est pas seulement lié au meurtre, c'est à beaucoup de choses qu'on laisse de côté les femmes dans les zones rurales ou voilà, ou périurbaines, disons. Les femmes âgées. On a pris conscience du fait que finalement, la victime de féminicide, c'est pas seulement une jeune femme de 30 ans qui voilà qui travaille et qui vit dans une grande ville. Ça peut être aussi une femme très âgée, très malade. Voilà. Donc en fait, il y a des dominations croisées qui font que bien sûr, en 1 heure et quart, je suis obligée d'asséner un modèle voilà très fixiste, mais qu'ensuite il faut entrer dans les subtilités de tout cela. C'est ce que fait le livre, hein. Il y a 1000 pages quand même, hein, d'explicitation et d'exemplification en fait du modèle, parce que évidemment le modèle il est valable de manière générale, mais ensuite il faut pouvoir l'appliquer de manière très concrète à des situations du passé, à d'autres continents, à des catégories de femmes très différentes, et aussi comprendre que le crime de féminicide, c'est un crime contre les femmes, mais c'est en fait un crime contre l'humanité, en fait. C'est un crime contre notre humanité commune. Et donc, évidemment, les hommes sont terriblement impactés, en fait, par cela. Alors, vous Évidemment.
des questions, notamment l'une, pourquoi ces féminicides de masse au Mexique? Alors, la situation du Mexique, elle est hyper complexe en fait, parce qu'il faudrait retourner dans l'histoire mexicaine de manière très concrète pour expliquer tout cela. Mais disons que on est sur une des zones les plus violentes et dangereuses du monde, parce que c'est une zone transfrontalière. En fait, cette zone, elle est extrêmement étendue. Il y a une partie sur laquelle on a construit, les États-Unis ont construit un mur pour empêcher les Mexicains, mais pas seulement les Mexicains en fait, parce qu'il faut comprendre que toute l'Amérique centrale et toute l'Amérique latine veut passer en fait par la frontière mexicaine. Donc c'est une zone tampon extrêmement importante dans lequel s'est installé de très très longue date un capitalisme prédateur extrêmement violent. Donc sur toute la zone, on a installé des usines de sous-traitance qui sont les maquiladoras, qui sont des usines souvent de petites pièces. Et donc dans toute l'histoire industrielle, quand on dit petites pièces, on dit petites mains. Quand on dit petites mains, on dit femmes. Donc c'est des usines qui sont extrêmement féminisées, avec des femmes qui viennent qui sont des femmes mexicaines, mais pas seulement, qui viennent beaucoup des zones rurales et des communautés autochtones, et qui donc se retrouvent dans cette zone où elles sont soumises à une exploitation économique d'une violence inouïe. Et lorsque elles sont victimes de féminicide, en plus elles sont victimes constamment on les tue aussi symboliquement, puisqu'on les accuse d'être des femmes voilà, de petites vertus. Pourquoi est-ce qu'elles sont à telle heure la nuit sans voiture, etc. Bah, excusez-moi, mais parce qu'elles sont pauvres et parce on les oblige à des horaires totalement délirants, et que les transports publics, bah, c'est pas ça. Donc, effectivement, elles sont dans des situations extrêmement complexes. Donc, on a cette zone, et en même temps une zone d'immigration, une zone de capitalisme extrême, et sur lequel, en plus, se sont implantés de très longue date des cartels de la drogue, qui sont des fraternités ultra agressives, alors même que l'État mexicain et ses institutions, en particulier la police, est aussi une fraternité agressive, dans lequel il faut ajouter bien sûr la place non négligeable des États-Unis et de toutes les agences états-uniennes, dont la CIA, qui sont là évidemment pour mener une guerre contre la drogue, dont on voit le beau résultat tous les jours. Et donc tout ça fait que la zone, elle est ultra dangereuse. Et que, comme je le disais tout à l'heure, quand on est dans une situation comme ça, souvent les femmes sont perçues non pas en tant qu'individus, mais comme des territoires. Et ce qu'a très bien montré Rita Laura Segato dans un livre qui a été traduit et publié l'année dernière en France, elle montre en fait que les corps de femmes balisent des territoires, en fait. C'est à travers les corps de femmes qu'on marque les frontières. Et c'est pas spécifique au Mexique, parce que ce qui s'est passé avec Soham Benziane en France en 2002, c'était aussi le marquage d'une frontière par un corps de femme. Donc il faut comprendre cela en fait, que ce qui explique en partie le féminicide de masse mexicain, c'est la convergence de tout ça et le fait que on a un espace où, de manière paradigmatique, les femmes sont considérées non pas comme des entités à part entière, mais comme des territoires. Et donc, ça permet de baliser des frontières. Donc, le cartel de Tijuana, il tue des femmes et puis il fait une frontière et puis il dit, voilà, ici, c'est chez nous, ne passez pas la frontière. Évidemment, on observe ça malheureusement dans d'autres endroits du monde. Alors, question, quelles sont les sociétés qui seraient les plus avancées aujourd'hui? Bah, c'est bien difficile de répondre à ça, parce que évidemment on aurait toujours tendance à penser que ce seraient les nôtres, évidemment. C'est une sorte de tropisme. Et de fait, les mouvements féministes occidentaux, et quand je dis occidentaux, je pense essentiellement à l'Europe, à l'Amérique du Nord et à un certain nombre d'autres pays, ont fait avancer évidemment les droits des femmes, sans résoudre en fait la contradiction première, qui est de comprendre que nos sociétés, elles sont peut-être moins pires que d'autres, mais en fait, on est surtout dans une égalité formelle. L'égalité formelle, elle est évidente.
Mais l'égalité réelle, elle est quand même, elle est plus compliquée. Et on voit que les droits des femmes, y compris dans ces sociétés qui sont les nôtres, sont extrêmement fragiles. Je prendrai deux exemples très concrets. La révocation du droit fédéral à l'interruption volontaire de grossesse aux États-Unis, il y a peu. Et puis le fait que depuis le 6 novembre, les femmes de ce pays travaillent gratuitement du fait de l'inégalité des salaires, de l'inégalité structurelle des salaires, qui ne s'explique pas autrement que par le système d'écrasement des femmes. Parce que à compétences égales, il n'y a aucune raison que nous soyons moins bien payés que les hommes dans le secteur privé, mais aussi dans le secteur public, parce que même si les grilles de salaire dans l'éducation nationale, par exemple, sont supposées être les mêmes, bah, le niveau d'avancement, il n'est pas le même. Parce que dans la réalité des faits, les femmes s'arrêtent plus de travailler pour s'occuper des enfants, elles font moins d'heures, elles ont des carrières qui avancent moins bien, et donc il y a des problèmes de voilà. Et donc tout ça est éclairé par le continuum, parce que évidemment l'autonomie financière et l'inégalité économique, bah, c'est un point tout à fait central en fait du problème. Et d'ailleurs, on voit que alors dans les cas de féminicide, les femmes qui sont les plus désarmées, c'est les femmes qui sont les plus précaires économiquement. Alors après, le système de coercition fait que, et on en a malheureusement de très nombreux exemples ici et ailleurs, on peut être une femme, on peut être une cadre dynamique, on peut diriger une entreprise et on peut être écrabouillé à la maison et se faire exécuter comme les autres. Donc, mais globalement, on sait que la précarité économique, ça accentue considérablement le problème, et que la précarité économique, elle est liée à l'inégalité économique. Alors, il y a une autre question qui va vous intéresser en tant qu'historienne, c'est comment faire entrer ces notions dans les manuels scolaires d'histoire, notamment. Vous en avez parlé au sujet de l'invisibilisation. Geneviève Fraisse, l'autre fois à Montpellier, avait parlé de transparence, qui est un mot qui nous avait beaucoup plu. Comment faire rentrer les femmes dans les livres d'histoire? Bah, moi, je crois qu'en fait, un des gros chantiers auxquels nous allons devoir, voilà, que nous allons devoir prendre à bras le corps, quand je dis nous, ce sont les historiennes, en particulier les historiennes féministes, c'est d'œuvrer effectivement à une réécriture non seulement de l'histoire nationale, mais aussi de l'histoire globale de l'humanité. J'ai hésité en fait pour la section sur la préhistoire, j'ai hésité entre mettre donc ce tableau que j'aime beaucoup, le rapt à l'âge de pierre, ou de mettre en fait une gravure montrant l'évolution de l'humanité. Et jusqu'à une date récente, et même encore maintenant presque partout, en fait, lorsqu'on montre une image de l'évolution de l'humanité, bah, on montre une image de l'évolution de l'humanité qui est une humanité masculine, en fait. Voilà, je ne sais pas si on va le voir, parce qu'en fait, dans votre livre, donc là, c'est l'image classique connue de l'homme qui évolue, voilà, et vous avez mis une autre image pour montrer comment les hommes évoluent avec la femme à côté. Hein. C'est bien de ça dont vous parlez? Absolument. Et alors, c'est pas satisfaisant, je l'explique dans le texte, parce qu'on voit que même s'il y a l'homme et la femme, l'homme est toujours plus grand. Et ça a un impact, en fait, sur l'apprentissage pour les enfants, parce que les enfants, ils voient cela. Et d'ailleurs, je me souviens d'une association que j'aimais beaucoup, qui d'ailleurs doit exister toujours, du côté des filles, qui avait fait des tests très intéressants à partir d'enfants de classe maternelle, enfin à la maternelle ou à l'élémentaire, et qui utilisaient comme cela des animaux, donc un ours, une oursonne, mais en jouant des symboles du genre. Donc, par exemple, l'oursonne tenait un journal et était dans un siège. Et quand on demandait, et c'était une oursonne, et quand on demandait aux enfants quel était le sexe de l'oursonne, les enfants disaient c'est un ours. Alors, ils disaient mais pourquoi? Parce que il tient un journal et il est dans un fauteuil. Et à contrario, on avait mis à un ours un collier de perles, et en fait les enfants ils voyaient pas les distinctions morphologiques. Ce qu'ils voyaient c'était l'apparence. Comment est-ce que le genre apparaît de manière évidente? Et vous développez également dans votre livre
un article sur une bande dessinée qui passait sur France 3 en 78-79. Il était une fois l'homme, et c'est une bande dessinée sur la représentation de la préhistoire avec finalement assez peu de personnages féminins, à tel point que nous, en tant qu'enfants, on a toujours entendu parler de l'homme préhistorique et on n'a jamais interrogé qui était cet homme préhistorique versus femme préhistorique. Absolument. Et d'ailleurs, quand on parle des premiers groupes humains, on parle des sociétés d'ailleurs, on parle des sociétés de chasseurs-cueilleurs. Déjà, c'est impropre parce qu'il n'y a pas de société, ce sont des groupes. C'est pas la même chose. Et on parle de groupes de chasseurs-cueilleurs. Alors, ce qui est quand même totalement hallucinant quand on sait que la cueillette, c'est essentiellement une activité féminine et que la chasse, qui constitue la chasse aux petits prédateurs notamment, qui constitue l'essentiel de l'alimentation carnée des groupes humains en question pendant très très longtemps, c'était une activité féminine en fait. Les femmes chassaient. Et la chasse au mammouth, telle qu'elle est présentée presque partout à partir du 19e siècle comme une activité éminemment virile, en fait c'est un point tout à fait anecdotique en fait de l'histoire de l'alimentation de ces groupes. Ce qui pose, encore une fois, c'est ce que je disais, le problème du récit et de la nécessité de réécrire le récit. Et pour répondre à la question originelle, en fait, maintenant, on a tout ce qu'il faut. Parce que depuis les années 70, il y a des milliards d'études qui ont été produites en France et ailleurs sur à peu près toutes les périodes historiques et préhistoriques et qui permettraient ce rééquilibrage, en fait. On a tout ce qu'il faut. Et en plus, on se rend compte que l'histoire a été écrite à charge. Parce que quand on commence à travailler des secteurs entiers, des périodes chronologiques, bah, on se rend compte, si on les regarde différemment et si on cherche différemment dans le matériel, bah, que les femmes apparaissent assez naturellement. Donc voilà. Dans les œuvres d'art, par exemple, dans les œuvres d'art, dans les cavernes, dans l'histoire des sciences, on est en train de se rendre compte de l'importance en fait du savoir développé par les femmes, y compris lorsque leurs inventions sont récupérées par des hommes, parce qu'il était impensable qu'une femme puisse avoir une idée aussi géniale dans un temps où il était clair que les cerveaux féminins, du fait de la craniométrie ambiante, étaient forcément plus petits, donc l'intelligence était plus réduite. Donc tout ça est en train d'être repensé. Et je pense que si on veut une société du vivre ensemble vraiment, bah, il faut une société du récit commun. Ça comprend évidemment les femmes qui ne sont pas une minorité. Les femmes, c'est la moitié de l'humanité, donc la moitié de l'humanité française. Et ça comprend à l'intérieur des catégories d'hommes et de femmes, bah, de revoir aussi la place que par exemple, les minorités ont aussi dans cette histoire. Je pense que c'est totalement fondamental et que ça réglera pas tous les problèmes de l'école, bien évidemment, mais ça participe d'un processus de réparation de notre école qui est, je pense, tout à fait fondamental. En tout cas, sachez que nous formons les enseignants aux gestes professionnels pour inviter nos collègues à réfléchir sur nos postures, sur les messages que nous véhiculons et sur les stéréotypes que nous contribuons à faire persister. Merci beaucoup Christelle. Donc je rappelle que vous serez à Marseille lundi 18 décembre au MUSEM à partir de 19h au sujet des procès du siècle. Je rappelle également que vous avez réalisé de nombreuses interviews qu'on trouve sur Radio France Podcast, mais également dans l'excellente émission de Binge Audio qui s'appelle Les couilles sur la table. Alors le nom n'est pas élégant, mais l'émission est drôlement bien et je crois qu'il y a 83 exemplaires à ce jour. Christelle, vraiment, au nom de la mission académique, nous vous remercions de nous avoir consacré ce temps. Nous souhaitons à tous une bonne soirée, de bonnes fêtes et au plaisir de vous retrouver pour un prochain webinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde et bonne soirée.